Bien, bienvenue à tous. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir Marie-Pascale Chevance-Bertin, à qui je suis liée depuis une très très vieille amitié. Et donc Marie-Pascale Chevance-Bertin est psychanalyste de l'école argentine. Mathieu écrit, tu nous expliqueras, j'espère, ce que c'est que l'école argentine. Mais nous savons tous que l'Argentine est un pays où il y a une proportion tout à fait singulière de psychanalystes. Tu as été secrétaire du Collège de psychanalystes, institution qui avait pour but de penser le lien de la psychanalyse et du social. D'autre part, tu as reçu pendant de nombreuses années des réfugiés latino-américains en Espagne et en France. Oui. Et tu es soucieuse tout particulièrement du cas des enfants de militants argentins volés par des militaires ou des complices de la dictature argentine après l'assassinat de leurs parents et recherchés par leur grand-mère. Donc tu collabores avec l'association des grands-mères en Argentine depuis le début des années 80. Je suppose que tu nous en diras aussi un mot peut-être. Oui, peut-être avant de vous parler de la raison pour laquelle tu m'as invité, c'est-à-dire de l'accueil, puisque tu as soulevé la question de l'école argentine, ça n'existe pas l'école argentine. Hein. C'est une expression. C'est une expression bizarre. C'est une expression bizarre. C'est une appellation pour parler de ce que l'on appelle en général l'école argentine, c'est-à-dire les psychanalystes argentins qui se sont installés en Argentine dans les années 30-40, fuyant leur pays d'origine, qui était l'Autriche, l'Allemagne et d'autres lieux, et qui se sont retrouvés, pour beaucoup d'entre eux, en Argentine, et qui ont été les pionniers, je dirais, de la psychanalyse à l'époque, et qui étaient très influencés par l'école kleinienne, et bien évidemment par Freud, et qui est une période de la psychanalyse argentine à différencier tout à fait de la période actuelle, qui est une psychanalyse beaucoup plus influencée par Lacan, mais Lacan n'est arrivé que à partir des années 76, c'est-à-dire au moment de la dictature. Ça, on pourra, si ça vous intéresse, en reparler ensuite, mais quand on parle en effet de l'école argentine, c'est des Argentins de cette époque dont, bien évidemment, beaucoup ne sont plus là, et si certains sont encore là, ils sont très très âgés. Voilà, donc je dis ça parce qu'en effet, je n'ai pas été formée en France, donc je ne suis pas lacanienne, et il y a donc cette influence kleinienne et également bionienne qui est très importante dans la formation qu'on reçoit en Argentine. C'est pour ça que je te l'ai mentionné, mais c'est une école qui n'existe pas. Voilà, donc je suis très contente d'être ici, merci de m'accueillir, et ce dont je vais vous parler autour de la question de l'accueil, bien évidemment, en ce qui me concerne, c'est de l'accueil des personnes en souffrance, qui viennent rencontrer un analyste, mais nous verrons que cette disposition d'accueil qui suppose un rapport à l'autre ne se limite pas du tout à la relation analytique. Il ne s'agit pas de disposition aimable dans le sens d'un dispositif de confort ou d'amabilité ou de politesse, ce qui serait déjà pas négligeable, mais ce que j'aimerais que nous pensions ensemble, c'est l'accueil de la vie psychique d'un autre qui vient nous solliciter et met en jeu notre propre rapport à notre vie psychique. Sans ce rapport, il n'y a pas de rencontre. Dans mon bureau, viennent me voir des patients qui ont une demande. Je souhaite souffrir moins, je souhaite comprendre ce qui m'arrive et qui m'échappe, être moins inhibé, être plus heureux, en fait vivre mieux.
Alors, je reçois cette demande. La première condition, c'est d'avoir une écoute appropriée, mais elle n'est pas suffisante parce que elle suppose que la personne qui vient me voir désire être écoutée de la manière que je lui propose. Et là, l'accueil, comme disait Billon, c'est un des analystes que j'ai cité, qui est un clinicien, un théoricien exceptionnel, il disait que pour pouvoir exercer notre métier, et bien évidemment dans l'accueil d'un patient, il faut être sans mémoire, sans désir et sans compréhension. Donc je propose mon espace psychique pour offrir l'hospitalité à cet autre inconnu et pourtant mon semblable est un autre être humain. Alors, sans mémoire et sans désir, c'est-à-dire sans préjugés, sans projet de réparation ou de prise en charge qui déchargerait le patient de sa propre responsabilité psychique et donc de sa force de vie. Je suis face à l'inconnu et prise moi-même dans l'inconnu de cette rencontre avec un autre sujet et confrontée à l'altérité. Je ne sais pas. J'ai certains outils sur lesquels m'appuyer, la théorie, ma propre analyse, des collègues, des colloques, l'expérience avec mes propres patients, mais toute rencontre avec un patient est une inconnue. Alors je répète ce terme inconnu pour conserver cette position d'ignorance. Je ne sais pas, car je reçois une personne adulte qui prend rendez-vous, qui respecte des horaires, qui paye ses séances, mais aussi je reçois les parties infantiles de cette personne, ses résistances, son agressivité, ses pulsions, ses rêves. Et pour accomplir ce que je me propose, être sans mémoire et sans désir, en tout cas essayer, parce que c'est effectivement extrêmement difficile, je vais être dans une attitude d'abstinence. M'abstenir de juger, savoir ne pas faire, ne pas avoir de projet pour ce patient, ne pas avoir de mémoire qui m'encombre. Alors, il ne s'agit pas d'être réticent ou d'être absent, mais de donner une place à l'autre pour qu'il puisse advenir et créer des conditions pour qu'il puisse y avoir un processus de subjectivation. Alors, cette attitude, elle s'accompagne d'un regard, et un regard bienveillant. Et qu'est-ce que c'est qu'un regard bienveillant? C'est un regard de tendresse, un regard d'intérêt pour celui qu'on accueille, parce que ce regard restaure ou tente de restaurer le petit enfant qui est en chacun d'entre nous, et qui, ce regard le considérant comme un sujet en devenir, et pas comme un être souffrant figé dans sa souffrance, mais comme un sujet en devenir, lui ouvre des perspectives de futur. Cette bienveillance, elle nous fait penser à ce que disait Winnicott quand il parlait de la mère suffisamment bonne. C'est un regard qui soutient et qui permet la vie, et dont l'absence peut au contraire faire plonger l'enfant dans des abîmes de la plus grande détresse. Pas de regard, pas de soutien, le gouffre. Alors, si je dis oui, on s'engage dans cette traversée qu'est l'analyse, nous ouvrons une responsabilité partagée. Nous nous engageons dans une situation à risque, risquer d'être déstabilisé et amené à réorganiser une autre stabilité.
dans ce partage, l'analysant est maître et responsable de son analyse. J'assume la direction de la cure, mais sans avoir de direction et sans avoir de projet. Le temps de la responsabilité s'ouvre vers des lieux inconnus, accueillant les parties infantiles, mais en essayant de ne pas nous laisser tyranniser par ces parties infantiles, qui tyrannisent souvent la personne qui vient nous voir, en essayant de tenir le coup, de tenir le cap dans une alchimie un peu particulière qui est la nôtre, qui oscille entre mégalomanie, narcissisme, plaisir, heureusement. Et nous avons à être capables de tolérer et de recevoir la violence, l'agressivité, pour les rendre supportables pour le patient. Billon parlait de recevoir un tigre et de le rendre au patient comme un chaton pour qu'il ait moins peur et qu'il puisse en faire quelque chose. Donc entre le tigre que l'on reçoit et le chaton que l'on rend, il y a tout ce que l'on a pu prendre en soi de cette violence et de cette agressivité pour pouvoir redonner quelque chose de doux. On a également, pour toutes ces raisons d'ailleurs, à nous maintenir suffisamment du côté de la vie et de nous dérober aux appels de la pulsion de mort, parce que dans l'ennui, dans le découragement, dans la lassitude, c'est là où nous lâchons l'accueil, quand on tombe dans cet ennui, dans cette lassitude. Et nous n'offrons plus à ce moment-là, quand on lâche, de place en nous pour recevoir les angoisses psychiques, parce qu'on s'en défend. Et c'est sûr que certaines fois, la tentation est grande. Parce que l'accueil ne se fait pas une fois pour toutes. Il se fait séance après séance. Chaque patient exige une créativité et nous met face à sa singularité. Effectivement, comment est-ce qu'on accueille qui nous soit dit, d'une certaine façon, faites-moi vivre. On accompagne le parcours de celui qui, dans le transfert, dans la relation qui se joue avec nous, découvrant son assujettissement, pourra construire son propre espace de liberté et se réapproprier de sa capacité de penser. Parce que c'est ça qui est très en jeu dans le fait de venir faire une analyse, c'est de pouvoir retrouver sa propre capacité de penser, de pouvoir sortir des empreintes dans lesquelles on est quelquefois figé, pris, et qui ne nous permet pas d'être dans notre propre créativité, dans notre propre pensée. Et séance après séance, on ira vers la fin de l'analyse. C'était ça que vous disiez, je crois, non? Oui, c'est ça. Et dans cet aboutissement, dans cette fin de parcours, là, il y a une responsabilité qui est hautement partagée. C'est celle de vivre ensemble ce moment de séparation. Parce que si en effet, par la place qui a été faite en nous, le patient a pu, à son tour, accueillir ces bons objets internes, desquels il a pu être, par rapport auxquels il a pu être en difficulté pour être en communication avec ces bons objets internes, par l'accueil qu'on lui a fait en nous, s'il a pu les restaurer, s'il a pu être moins persécuté par ces mauvais objets internes, à ce moment-là, il pourra se séparer comme on peut se séparer d'une mère suffisamment bonne, parce que c'est beaucoup plus compliqué de se séparer d'un mauvais objet. D'une mère, par exemple, maltraitante ou inaccessible. Et à ce moment-là, il pourra avoir le sentiment de sa propre puissance. La séparation ne se confondra pas à ce moment-là avec la mort, comme ça peut souvent se passer, mais il s'agira d'accueillir
la transformation de cette angoisse menaçante de mort en une très fugace intuition de la certitude d'une mort à venir, nous sommes mortels, mais acceptée sans angoisse. Et pour qu'on puisse discuter autour de tout ce que je viens de vous dire, je terminerai par une question que pose Donald Melzer. Donald Melzer, c'est un autre de ces fameux analystes qui a tellement influencé l'école argentine. Il dit « L'être humain, confronté à la beauté du monde, éprouve l'envie de vivre. Mais alors il se demande, est-ce aussi beau à l'intérieur ? Et pour toute réponse, nous offrons un contenant où pourra se déployer la beauté d'un contenu. Et là, nous aurons toléré cet univers en expansion qui est le voyage analytique à deux. » Voilà, je crois qu'on peut voir si dans de nombreuses autres situations qui ne sont pas seulement celles de l'accueil d'un patient et de la souffrance psychique ou même de la folie, on n'est pas, dans beaucoup d'autres situations de nos vies, confronté justement à cette question de l'accueil et comment accueillir la vie psychique de l'autre peut être vécu dans tout à fait d'autres situations, que ce soit, comme on en parlait, l'école, les élèves, les étudiants, déjà, les étrangers, les migrants, je pense que cette espèce de modèle que l'on a, nous les analystes, peut être tout à fait pris pour le vivre dans bien d'autres situations. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait part de ton expérience. J'ai envie de dire de façon aussi simple et appropriable par nous, mais la première question, moi, qui me vient en t'écoutant, c'est-à-dire, donc la question, ça va être comment traduire ce que tu viens de nous présenter dans les autres situations. C'est celle que tu viens c'est sur quoi tu viens de terminer. Donc, ma première question, parce que je pourrais commencer par dire, bah oui, justement, tu as cité Winnicott, le mouvement s'appelle Transition, nous travaillons depuis de nombreuses années à définir un usage transitionnel de la littérature, mais j'ai pas en fait envie de commencer par là, mais plutôt par cette question, la situation que tu viens de décrire, quelqu'un vient, frappe à ta porte, et il a une demande, et il t'interpelle comme le spécialiste, en quelque sorte, ou la spécialiste de cette demande. Il t'interpelle comme quelqu'un qui a une compétence pour cette demande. Alors, l'accueil auquel nous, non pas sommes confrontés, mais celle ma question, c'est comment est-ce qu'on peut jeter un pont vers des situations où la demande, elle n'est pas formulée, elle se traduit beaucoup plus difficilement en termes d'accueil. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que, je dirais qu'en gros, peut-être qu'au départ, des élèves, par exemple, ils n'ont pratiquement pas de demande. Mais tu peux supposer. Voilà, mais alors, quelle serait pour toi la demande qu'on devrait toujours supposer à quelqu'un? Au fond, peut-être c'est ça la question. Oui, alors, il y a la demande supposée, et puis il y a les positions supposées, les stéréotypes supposés. C'est-à-dire, on prend la situation dont tu parles, de l'accueil d'un élève, prenons un élève, plus qu'un étudiant déjà plus âgé, un élève. Qu'est-ce qu'on peut supposer de cet élève? On peut supposer qu'il a peur. Il a peur, il arrive dans un groupe, il ne connaît pas, il est dans une institution, il va dans un lieu qu'il ne connaît pas, il va trouver un adulte qui est là.
et il suppose que cet adulte qui est là va le juger sur ses compétences, va le juger sur son intelligence, va le juger sur sa discipline, va avoir déjà en tête une idée de ce que doit être un bon élève. Et cet enfant, ce jeune qui arrive, imagine qu'il doit déjà coller à l'idée que l'adulte qui le reçoit a du bon élève qu'il devrait être. Bon, on peut imaginer cette situation. Hein. Donc, si toi tu as en tête, si nous avons en tête ça par rapport à un élève, il faut déjà lui proposer cet accueil dont je parlais, de lui donner cette hospitalité en soi, pour que ce soit lui, ce jeune, cet élève ou cet étudiant ou cette personne qui arrive, et dans sa singularité et de ce qu'il va amener de lui, et d'accueillir ça. C'est-à-dire, quand je disais sans désir et sans mémoire, c'est-à-dire sans le désir qu'il soit sage, intelligent, bonne note, adapté à l'institution, à ce qu'on attend de lui, etc., et sans également la mémoire de tout ce que l'on attend. Mais c'est extrêmement difficile. Hein. C'est se poser à chaque fois. Lévinas disait quelque chose, et je ne veux pas me tromper. Il disait, dans un visage, il ne faut pas se souvenir de la forme du nez ou de la couleur des yeux ou de la couleur de cheveux. Déjà, si on se souvient de ça, c'est que l'on n'a pas accueilli la personne qui vient vers vous. Tellement il accueille la personne et pas l'apparence, l'allure, ce qui se montre comme ça dans un premier abord. Donc, je pense, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais je pense que c'est cette attitude-là que l'on peut avoir par rapport et le temps que l'on prendra pour cet accueil, le temps qu'on prendra, je ne sais pas, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, à mon avis, aura des bénéfices extraordinaires pour la suite. Pour la suite, c'est-à-dire pour que cet enfant ou ce jeune puisse laisser ses peurs, puisse laisser ses craintes, puisse avoir envie de connaître les autres membres du groupe, et chaque membre du groupe en plus, en ayant été reçu de la même façon, pourront lâcher des choses qui permettront que ce dont on parlait tout à l'heure, de créativité, de capacité de penser, puisse se mettre à l'œuvre et se mettre en marche. Parce que dans l'accueil et dans l'attitude que l'on aura par rapport à chacun d'entre eux, il y aura la possibilité de leur faire lâcher les peurs et les stéréotypes partagés, hein, parce que nous, on a des stéréotypes et des préjugés, mais les gamins, bien évidemment, ils en ont tout autant que nous. En plus, ils se trimballent tous ceux des parents. Je pose encore une question, après je vous donne la parole et vous pouvez lever la main et je vous inscris comme d'habitude, d'accord? Donc Anne-Laure, ça y est, vous êtes inscrite. Lise, c'est ça? Ma question, c'est le sans-désir. Il fait partie de la définition d'une profession de ce genre, je veux dire, comme prof en principe, si tout va bien, d'avoir un désir d'être analyste ou d'être prof, ce qui comprend pour les profs, je pense qu'il est presque impossible qu'un prof n'ait pas le désir, que je trouve très problématique, hein, personnellement, mais n'ait pas le désir que l'élève ou l'étudiant, entre le premier jour de la rentrée et puis le jour où il se quitte, il n'est pas beaucoup appris, par exemple. C'est constitutif du fait d'être enseignant. C'est-à-dire que quand tu dis sans désir, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire qu'il faut faire comme si le fait même d'être de l'autre côté, c'est-à-dire celui qui accueille, n'est pas un désir? J'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça veut dire entre le premier jour et le dernier jour qu'il ait appris? Qu'il ait appris le programme que l'éducation nationale a donné, qui doit être fait entre le premier et le dernier jour, qu'il ait appris à
à se sentir là quand il est dans un cours et qu'il écoute, qu'il ait appris à avoir moins peur de regarder les filles ou de regarder les garçons, qu'il ait appris quoi? Tu as bien raison de dire que c'est compliqué, parce que souvent, apprendre, c'est le programme et puis les notes qui vont dire s'il a appris, s'il a compris, s'il n'a pas compris, s'il n'a pas... arriver, et alors, dans ma position d'analyste, qu'est-ce que ça serait le désir? C'est de se trouver bien au travail, d'être content avec son mari, d'avoir une bonne sexualité, d'être gentil avec ses enfants. Moi, je me souviens j'ai fait plusieurs tranches d'analyse, je me souviens d'une analyste, j'avais décidé après quelques années d'arrêter, qui m'avait dit « je ne suis pas d'accord ». Parce qu'on arrête son analyse, c'est extraordinaire la formulation, quand on est bien en couple, quand on est bien dans son travail, et comme j'étais dans un total bordel, elle pensait que je ne pouvais pas arrêter, je n'étais pas une bonne analysante, un bon élève, une bonne... eh ben non, le travail psychique avait eu lieu. J'étais dans un travail psychique qui était important pour moi, et l'aune du moment de l'arrêt n'était pas d'être bien adapté, parce que on peut faire un travail psychique tout à fait intéressant et pas pour autant avoir le mari, les enfants, le travail, le machin. Et je pense que pour un élève, un prof n'a pas à se sentir forcément en échec, parce que l'élève, après, je sais pas, où il n'aura pas de bonnes notes, ou au lieu de continuer hippocane, machin, il partira vers autre chose. Alors, je pense que ne pas avoir de désir, je ne sais même pas si c'est possible, disons que c'est une intention. Disons, soyons dans l'intention de ne pas avoir de désir. Et si, je pense, l'autre, que ce soit l'élève ou le patient, sans que tu es là, quoi qu'il arrive, parce que tu n'es pas déçu par lui dans ton désir c'est là où il peut se passer quelque chose pour lui. Parce que sinon, il chope ton désir et donc il va choper ta désillusion, et donc lui, ça va lui faire quelque chose qui ne sera pas bon pour sa vie psychique. Non, je voulais simplement, et ça je crois que j'avais compris, mais en tout cas je te remercie de l'avoir précisé à partir de cette comparaison du prof et de l'analyste par exemple. Je me demandais s'il n'y avait pas une différence entre des désirs, quand tu dis sans désir, ce serait sans contenu de désir. Tu as annoncé, mais en même temps, je voulais dire qu'il n'y a pas de profession qu'on exerce bien sans qu'il y ait une sorte de désir constitutif de cette profession. Alors évidemment, le problème, c'est que l'un et l'autre empiètent souvent, et c'est super compliqué, mais il me semble que le désir constitutif d'une profession est au contraire extrêmement nécessaire. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, je ne m'étais jamais formulée comme ça. Justement, peut-être qu'il faudrait préciser sans contenu de désir. D'accord, c'est ça. Tu me le dis, là, je l'entends pour la première fois, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Parce qu'effectivement, le sans contenu de désir est beaucoup plus précis, et qu'en effet, il ne faudrait pas confondre le sans-désir avec le désintérêt. C'est ce que je dis à un moment donné quand je dis l'abstinence n'est pas l'absence ou la réticence. Et je trouve que tu le formules d'une façon tout à fait intéressante, sans contenu de désir. Alors, là, attendez, je note. Vous aviez abordé tout à l'heure la fin de l'analyse, et apparemment il y a plusieurs fins possibles, soit la fin un peu brutale dans votre expérience apparemment, mais et donc dans le cas de cette fin un peu délicate, est-ce que c'est à l'analyste ou à l'analysant de le décider, ou comment ça se passe en fait cette fin de l'analyse? Ah oui, non, là, ce que je vous disais tout à l'heure de cette fin d'analyse autour de la capacité à être, disons, réconcilié ou en contact avec ces bons objets internes, ça, je dirais, c'est la fin d'analyse idéale. Hein.
Après, comment ça se passe? C'est bon, disons, en général, le mieux, c'est de parler ensemble. C'est souvent de la part de l'analysant l'idée de bon, ben voilà, j'étais venu vous voir pour ceci, cela, je sens que ça va mieux dans ma vie, et puis bon, je pense que c'est le moment de pouvoir arrêter. À ce moment-là, ça se discute avec l'analyste, et puis on voit le temps que l'on prend un peu pour justement élaborer le temps de la séparation. Et puis ensuite, ça peut se passer, comme je vous ai dit, cette période d'analyse que j'avais fait, où je pensais que non, ça suffisait, ou ça m'allait, ou c'était un bon moment pour moi, et que l'analyste m'a dit clairement qu'elle n'était pas du tout d'accord, parce que ça ne rentrait pas dans son schéma de fin d'analyse. Et je suis partie quand même. À ce moment-là, il peut y avoir des analysants qui sont dans un moment justement de soumission, parce que le pouvoir de l'analyste, il est quand même assez terrible. Il peut être assez terrible. Et donc de patients qui continuent parce que l'analyste a pas dit vous êtes bon pour la alta, comme on dit en espagnol. Je sais pas comment on dit en français. La alta, c'est vous êtes de sortie, comme on dit à l'hôpital. Hein, vous avez le bon pour sortir. Et voilà, donc ça peut se passer de différentes façons. Celle dont j'ai parlé là, c'est vraiment le moment idéal. Justement aussi quand je parle de cette séparation à ne pas confondre avec la mort, et où on peut justement transformer cette angoisse menaçante en l'accès à ce moment d'intuition où on va pas vivre, je parle d'intuition et moment fugitif parce qu'on ne vit pas tout le temps avec l'idée qu'effectivement la mort viendra, mais tac, attraper ce moment comme cette possibilité et bon, pas si menaçante, c'est comme ça. Je pensais que c'était dans ce moment particulier de l'analyse, donc la fin de l'analyse, que se cristallise plutôt la notion de transition ou de transitionnalité, ou alors c'est plutôt quelque chose qu'on travaille sur la longueur, ou alors ça se joue un peu dans ce moment-là. Non, vous avez raison. Je pense que ça se travaille et c'est pas linéaire du tout l'analyse. Hein. Donc ça se travaille, ça va, ça vient, ça revient. Et disons que le moment de la fin, c'est peut-être le moment où ça se cristallise, où on le dit le plus. Mais ce n'est pas qu'une fois. C'est vrai. C'est vrai. Lise ? Oui, je suis frappée par votre moment de traduction possible en fait, de votre propos par rapport à ce que nous on fait en tant qu'enseignants. C'est la question de l'accueil, mais qui n'est pas sans direction. Diriger une cure, mais sans la diriger en quelque sorte. Et cette absence de mémoire également, qui est aussi liée à cette absence de direction, nous paraît aussi complètement paradoxal, parce que vous avez bien sûr un savoir, c'est aussi votre expérience de psychanalyse qui fait que, et de la même façon, quand on essaie de faire lire un texte, on le fait avec notre expérience de lecteur plus professionnel que les étudiants, et c'est très difficile de faire lire sans imposer une interprétation. Donc je me demandais comment vous décririez le dialogue que vous pouvez avoir avec un client qui l'amène vers cette espèce de liberté, vers ses propres interprétations. Voilà, je suis frappée par quelque chose. Je parlerai plutôt de mémoire encombrante. Parce que on peut bien évidemment ne pas se débarrasser de la mémoire, puis heureusement. Mais c'est une mémoire très différente. Par exemple, ça me fait penser à rien que ce matin, j'ai vu une patiente que je vois depuis, je ne sais même plus combien d'années, peut-être 20 ans, et on parlait de quelque chose qui a eu lieu pour elle il y a 30-35 ans, et par rapport à un garçon. Et je lui ai dit, et effectivement, quand avec un tel, et elle a été complètement sidérée, elle avait même elle-même oublié le nom d'un tel. Et moi, je me souvenais du nom d'un tel, de sa vie à elle, il y a 35 ans. C'est-à-dire que je ne suis pas sans mémoire, j'ai une immense mémoire, mais c'est une mémoire qui débarque et qui me surprend au moment d'être là, dans cette séance-là, avec l'intention d'être sans mémoire et sans désir.
Et la mémoire, elle me vient sans que je la sollicite, parce que comme vous dites, on a tout ça en nous. On a tout ce que l'on a emmagasiné, tout ce que l'on a en nous, et qui nous permet, comme disait Hélène, pas dans l'expertise, parce que j'aime pas trop ça, mais dans la compétence. Tu as dit, on a des compétences. Donc vous, effectivement, vous avez cette compétence. J'en ai une autre, et on s'est formé pour ça, et on continue à se former pour ça. Mais dans le moment de la séance, c'est d'essayer d'être vraiment là, maintenant, parce que si on n'est pas dans cette tentative, dans cette idée de sans mémoire et sans désir, on ne peut pas laisser surgir ce qu'on peut appeler l'idée nouvelle, ce qui va nous étonner, ce qui va nous surprendre, une espèce d'inouï qui se fait à deux. Parce que je pense que cet inouï, il ne se ferait pas tout seul pour cette patiente dans son coin ou pour moi dans mon coin en train d'écrire mes notes et de repenser, je ne l'aurais pas. C'est justement dans cette possibilité d'inconscient à inconscient, si on a la capacité de laisser s'installer ça pour que surgisse une idée nouvelle. Et je pense que par rapport à vous, je pense que c'est à peu près pareil, c'est-à-dire vous avez tout ça en vous, vous êtes à votre place qui est l'enseignante, il est à sa place d'élève, même si on peut dire, vous ou moi, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas tout, et que heureusement on est dans une place où on est encore apte à recevoir et à apprendre parce qu'on ne sait pas, mais vous savez suffisamment, et vous savez beaucoup plus que lui. C'est justement pour ça que vous occupez cette place et pas la sienne. Mais si vous êtes encombré de tout ce savoir, et si vous essayez de plaquer, de le faire venir, cette idée nouvelle qui pourra avoir lieu entre vous deux à ce moment-là, elle n'aura pas lieu. Alors que dans ce que l'on essaye de proposer, elle aura lieu. Et quand je dis un élève, ça peut être aussi tout le groupe qui fait apparaître ça. Parce que ça, en ce qui vous concerne, c'est extraordinairement important, ce qui se passe dans le groupe, ce qui peut surgir de nouveau dans le groupe, et qui ne surgirait pas si chacun des membres du groupe était seul. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'émergent du groupe. C'est-à-dire, ça émerge, mais grâce au groupe. Et c'est pas important que ce soit Bernard, Pierre ou Pauline qui l'ait dit, parce que c'est le groupe qui a permis ça. Et le Pierre, Paul ou Jean, c'est le porte-parole à ce moment-là. Mais c'est l'émergence du groupe entier. Mitchell, et quelqu'un d'autre parlait là-dedans? Non, c'est d'abord Mitchell, excuse-moi. Merci. Oui, j'étais frappé par plusieurs choses que vous avez dites. Moi aussi, j'étais formé par des gens qui étaient réfugiés, par la première génération, la deuxième génération aux États-Unis. L'influence de Kohut était beaucoup plus importante, mais peut-être aussi Melanie Klein. Et j'étais frappé par plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il y a un glissement qu'il ne faut pas faire entre la situation analytique et la situation d'enseignement. Je veux dire, l'accueil, par le mot accueil, on peut glisser d'une chose à l'autre très facilement. Moi, je pense que ce n'est pas du tout la même chose et ça ne devrait pas être la même chose. Et je crois aussi que peut-être la confusion que j'ai sentie un peu ici, quand vous dites sans mémoire, sans désir, on pourrait tout simplement dire ce que Freud avait dit, qu'il faut que l'analyse soit dans une position de neutralité, simplement une écoute neutre qui plane au-dessus du patient. Et je crois que c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Plus ou moins être ouvert à ce qui arrive. Mais ce qui m'a frappé aussi, j'aimerais simplement vous poser la question, quand vous avez simplement donné cet exemple de l'étudiant, de l'élève qui arrive, et lorsque Hélène vous a demandé, et la première chose que vous avez dit, il faut supposer qu'il a peur. Et je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'est une projection? Sûrement. Oui, parce que je supposais aussi que moi je supposais que ce ne serait pas la première idée qui viendrait à moi, je veux dire. Et donc, quand vous avez dit ça, je me suis dit, mais donc, il n'y a pas de mémoire, pas de désir, il y a déjà tout ça en face de cet être qui arrive. Et donc, vous avez déjà projeté toute une, je sais pas,
un passé, une enfance malheureuse, une mère pas suffisamment bonne, et le pauvre garçon, la pauvre fille a peur d'entrer dans une classe. Et on peut s'imaginer qu'il entre joyeux et content d'être dans un groupe. J'ai toujours, dans mon analyse, j'ai toujours donné l'exemple j'avais un copain du Midwest américain, très toujours ouvert, et dès qu'il voyait un groupe, il était toujours content de s'y mettre, et dès que moi je vois un groupe, je dis programme, et je pars. Donc il y a déjà, on est formé par une histoire dont on ne peut pas s'échapper, donc je trouvais ça intéressant, et je demanderais d'expliquer pourquoi la première chose à laquelle vous avez pensé, c'était la peur. Oui, vous avez raison, certainement c'est une projection, mais en plus de cette projection, j'ai sûrement donné cet exemple par rapport à ce qui peut faire obstacle chez des jeunes qui viennent pour la première fois en classe. En effet, il y a deux choses. J'ai pensé à la peur parce qu'il fait obstacle, et j'ai pensé à la peur aussi parce que même si un enfant arrive extrêmement content, ravi en classe, etc., je pense que on ne peut pas ne pas imaginer, même si c'est très projectif, qu'il n'y a pas des craintes. La peur est peut-être un terme trop fort, mais qu'il n'y a pas des craintes devant toute situation nouvelle. Et je pense que pour un enfant, arriver en classe, c'est une situation nouvelle. Et même si il est costaud en lui, qu'il n'a pas de peur et qu'il n'a pas des parents etc., on doit, quelque part en nous, malgré toute la joie et la bonne humeur d'un enfant qui arrive à l'école, et il a bien raison parce que c'est une belle expérience, faire une place en nous aux craintes possibles que toute situation nouvelle peut signifier pour lui. Donc, c'est ça. Mais vous avez raison de dire que je l'ai dit peut-être un peu trop brutalement. Et comme premier exemple, donc, la peur, alors qu'il peut y avoir d'autres choses. Mais je tiens sur l'idée que même ce qui nous est donné à voir, avoir en nous l'idée qu'une situation nouvelle, quelle qu'elle soit, et pas seulement pour un petit enfant, pour nous tous, hein, même c'est sûrement une situation nouvelle pour moi de parler avec vous ce soir, il y a une crainte. Mais aussi pour répondre à ce que cette personne a dit, l'idée justement de la demande de l'analysant quand il arrive ou même d'un étudiant, ça c'est Lacan, celui supposé savoir, et justement on ne sait pas. Alors, justement, moi je ne suis pas du tout pour le supposé savoir. Parce que le supposé savoir, c'est je vois bien qui tu es, en 3 mots, je sais, t'es hystérique, obsessionnel, machin. Non. La part du patient. Oui. Qui fait la demande auprès de la police. Et je crois qu'il ne faut pas rentrer avec lui dans cette idée d'idéalisation et de supposer savoir, et justement de prendre notre place, et on est la place de celui qui dirige, hein, mais c'est lui qui va tout amener, et moi je sais rien. Oui, c'est ça. Mais il pense que vous savez. Il veut que vous sachiez. Oui, mais il faut essayer petit à petit, pas lui déclarer qu'on ne sait rien, ça lui ferait très peur et partirait en courant, mais petit à petit, au long de l'analyse, et par l'expérience, et pas par le décret, l'idée qu'il sait beaucoup. Et qu'on est là, justement ce qu'on disait tout à l'heure, pour qu'à deux, on fasse advenir quelque chose. C'est vraiment une construction d'intelligence à deux. Je crois que c'est une production d'intelligence, plus qu'une construction. Une production d'une intelligence nouvelle, d'une situation à deux. Michel ? Merci pour les pistes que vous offrez, votre expérience, voilà, que vous avez très clairement exprimée. Et en vous écoutant, je pensais que dans mon expérience d'enseignante, dans diverses situations avec divers étudiants ou élèves, de très petits à beaucoup plus âgés, maintenant à l'université, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu l'intuition, parce que je ne me le disais pas clairement, que finalement ce qui pouvait mettre du lien, c'était reconnaître l'élève ou l'étudiant comme un sujet de son travail, même si le travail n'était pas dans les normes, et que peut-être une mauvaise note pouvait
avoir quelque chose de, pas de réconfortant, mais d'ouvert sur après, si on reconnaissait qu'il y avait eu quelque chose, l'élève cherchait quelque chose à travers ce travail, voilà. Et donc, je ne sais pas si ça vous paraît répondre à ce que vous entendez par accueil, si ça tient un peu de cette idée de reconnaître d'autres. Et puis j'avais une deuxième question très différente, qui vient aussi de mon expérience et de ce que j'ai entendu que vous disiez. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose de très différent dans la situation analytique, enfin beaucoup de choses très différentes, mais quelque chose qui, moi, m'a souvent posé vraiment problème, c'est que dans la situation analytique se joue le transfert. En principe, l'analyste sait se débrouiller avec ça. Enfin, il est là pour... Il devrait, oui. Il y a des transferts sauvages dans la situation pédagogique. Bien sûr, on ne peut pas éviter que les élèves ou les étudiants nous prennent pour quelqu'un d'autre et s'engagent dans le travail avec nous sur cette illusion, mais qui peut être dans un certain temps très dynamisant, très pour eux, mais il y a toujours un moment où ça coince. Et il peut arriver des situations complètement catastrophiques. Là, j'ai eu récemment l'expérience, je ne vais pas rentrer dans le récit, mais d'une sorte de transfert que je n'avais pas du tout pu ni évaluer, ni faire évoluer. Il y a 30 ans, qui m'a explosé en pleine figure avant-hier. Donc, voilà, et je suis sûre qu'il s'agissait de ça. Hein, quelque chose que je n'avais pas évalué, pas du tout maîtrisé, qui explosait dans une rencontre très très tardive avec quelqu'un qui avait été très jeune élève, qui est maintenant un adulte d'un certain âge. Et voilà, ma question était, qu'est-ce qu'on fait de ça est-ce que vous avez une idée de ce qu'on fait de ces choses-là qui ne sont pas toujours aperçues, qui ne sont pas faciles à percevoir? Parce qu'on a un groupe, mais on a aussi dans ce groupe des individus, dont certains vont agir comme sujet vis-à-vis de vous, de manière très peu visible, souvent. Alors, je ne sais pas trop, en fait, ce qu'on fait de ça. Mais vous avez l'air de savoir déjà une chose, c'est que ça existe, et de le repérer. Pas toujours, parce que c'est pas toujours repérable, mais quand vous le repérez, d'abord, vous savez que ça existe, et deuxièmement, vous repérez certains. Alors après, ça c'est à chacun d'entre vous de voir, lorsqu'effectivement vous êtes pris pour un autre, qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous laissez faire, en sachant que ce sont des projections transférentielles qui ne vous concernent pas, et de vous protéger de ça et de rien en faire, ou est-ce que la relation avec cet élève-là, à ce moment-là, vous permet, en ayant repéré ce transfert, de trouver le moyen. Alors, je ne sais pas comment vous procédez. On va prendre un café, on parle avec un autre collègue, on fait un groupe avec 3 élèves qui connaissent un, et d'essayer de faire bouger quelque chose de ça, je dirais, dans votre intérêt sûrement, parce que c'est plus facile pour travailler, mais aussi, surtout, dans l'intérêt de l'élève et de l'étudiant. Donc, quels sont les dispositifs que l'on peut imaginer pour se faire aider à ce moment-là? C'est des situations hyper compliquées, et pouvoir en sortir. Ça, je crois que là intervient l'amitié, la collégialité, l'alliance avec certains élèves, et la possibilité, effectivement, de faire bouger quelque chose chez cet élève. Mais c'est très juste ce que vous dites. Le transfert, qui est notre outil, on n'a pratiquement pas d'autre outil que ça, c'est pas le vôtre. Et effectivement, c'est très compliqué. Mais vous avez apporté déjà des pistes pour en faire quelque chose. Et il y a les deux parties. C'est vous, pouvoir continuer à travailler et vous protéger, et puis voir s'il y a de l'espace possible pour aider cette personne. Voilà. Alors, apparemment, pour le cas que vous dites, c'était peut-être trop, vous n'avez pas vu, lui, je sais pas quoi, et puis ça arrive 30 ans plus tard. Mais vous avez... C'était il y a 30 ans, vous dites ? Oui. Donc vous avez depuis une expérience beaucoup plus ample pour pouvoir essayer de faire face à ça. Oui, bien sûr, ces situations ne se répètent pas à l'identique, bien sûr. Merci.
pas l'idée du dispositif, c'est ce que je retiens. L'idée de Oui, faire, oui, ça, je n'avais oui. pas vraiment en tête. L'idée d'organiser un dispositif. Organiser un dispositif qui vous soit utile et avec les personnes que vous sentez qui seraient aidantes pour la situation. Et ça peut être, voilà, alors, différent, ça dépend à vous de voir. Hein. Benoît. Alors, non, en fait, c'était juste pour demander de repréciser sur le 50 minutes de désir. En fait, vous avez parlé à deux, et puis ça s'est un peu fait comme ça à deux. Moi, j'ai eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire 50 minutes de désir. Plutôt que sans désir. On y va. Quand j'ai parlé de position par rapport à l'accueil, et qui n'est pas seulement l'accueil, hein, qui est tout au long de séance après séance dans la situation analytique, bon, je parlais sans mémoire ni désir. Notre ami a dit oui, bon, sans mémoire ni désir, mais ça pourrait être ce que dit Freud, la neutralité bienveillante. Bon. Je pense que vous avez raison, Mitchell, vous appelez, c'est ça? Que vous avez raison, mais peut-être que quand Billon parle de sans mémoire ni désir ni compréhension, il est peut-être dans une position un peu plus active dans cette formulation que lorsque Freud dit neutralité. Neutralité, Billon dit sans mémoire, sans désir, sans compréhension. Peut-être qu'il est, il est déjà moins neutre quand il parle déjà de cette façon-là. Hélène me dit, attends, mais désir, toi comme analyste, nous comme prof, on a quand même un certain désir qui soutient le fait qu'on soit devenu prof et qu'on soit devenu analyste. Bon. Et elle me dit, est-ce que tu ne parles pas plutôt de contenu de désir, c'est-à-dire avoir tel désir, avec tel contenu pour tel ou tel patient, pour tel ou tel étudiant. Et j'ai trouvé que ce qu'elle me disait en précisant contenu de désir plutôt que le désir d'analyste et le désir de prof était beaucoup plus pertinent, beaucoup plus précis, beaucoup plus juste, je vais lui piquer d'ailleurs, pour préciser ce qu'on veut dire par sans mémoire ni désir. Est-ce que j'ai... Et alors, ce sans désir ou sans contenu de désir, c'est une attitude qui est seulement de la part soit du prof pour Hélène, soit du psychanalyste pour vous. Est-ce que ça peut être transféré à l'élève ou au patient? Est-ce qu'il peut y avoir un... Enfin, je veux dire, en fait, moi, du coup, je pensais un peu comme ça et je me disais, en pédagogie, par exemple, donc tous les dispositifs pédagogiques, ils sont là pour créer le désir de littérature. C'est quelque chose qui est très... Enfin, je suis pas sûr que j'ai l'impression que c'est un avancé un peu de la pédagogie, le désir de littérature. Souvent, moi, je me dis, quand je suis en classe, en fait, il faudrait leur foutre la paix aux élèves avec le désir. Ils en débordent complètement. Il ne faudrait pas essayer de créer un désir de littérature chez les élèves. Voilà. Alors, pas d'absence de désir non plus, parce que l'absence de désir, ça peut être une manière d'éviter l'angoisse, l'absence de désir, comme vous disiez, l'absence de désir, ça peut être une manière d'éviter l'angoisse. Mais un autre espace qui soit entre le désir et l'absence de désir, je ne sais pas quoi, mais quelque chose de très serein, qui s'axerait plutôt sur la sérénité, quoi, quelque chose comme ça. Et du côté du patient, moi ça me faisait penser au récit de sa psychanalyse par Pérec, dans ce qui s'appelle Les lieux d'une rue. Et il ne raconte pas du tout sa psychanalyse, mais il raconte seulement les cadres de sa psychanalyse, c'est-à-dire quand il entrait chez son psychanalyste, qu'il voyait au plafond quand il regardait, quand il était sur le divan, et ce qu'il voit d'ailleurs, c'est les moulures et le plafond vide. Donc il voit un cadre, et puis on sent rien. Puis il dit qu'à chaque fois qu'il allait en psychanalyse, il écrivait sur son agenda séance emmerdante, séance nulle, voilà, enfin, il n'avance pas du tout. Puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais il avance, il ne nous dit pas en quoi il avance, mais il nous raconte seulement ces cadres et cette ennui, enfin cette espèce de blanc, cet ennui au centre. Et voilà, enfin, je pensais comme ça, de deux manières, à transférer un peu cette absence de désir, enfin, sans contenu de désir ou sans désir, à la position de l'élève, à la position du psychanalysé. Mais bon, c'est un peu...
Alors, la position de l'élève, je ne sais pas trop comment ça... Alors, vous avez dit, leur fiche la paix avec tous ces désirs, et inculquer du désir, et forcer du désir, et vous dites peut-être un peu de sérénité pour laisser advenir, si ça doit advenir, quelque chose du désir. Oui. Alors, par rapport au patient, vous dites, il regardait le plafond, il voyait les moulures, il voyait un cadre. Alors, c'est intéressant ce que vous dites du cadre, parce qu'en fait, effectivement, en psychanalyse, ce qui est fondamental et qui est absolument nécessaire, sinon rien ne peut se passer, c'est le cadre. C'est-à-dire, le cadre, c'est quoi le cadre? C'est à tel endroit, à telle heure, ça vaut tant, et je suis là. Et ça, c'est le cadre analytique, et c'est ce qui permet que quelque chose se passe. Alors effectivement, soi-disant pas de désir de la part du patient, soi-disant pas de désir de la part de l'analyste, mais le patient il sonne, quand même le désir d'appuyer sur la sonnette, et l'analyste il ouvre. Et le cadre est là. Et là, comme vous dites, je m'embête, il ne se passe rien, hein, et puis on revient, hein, il est toujours là, il ouvre, hein, il se passe quelque chose. Et lorsqu'il dit ça m'ennuie, ça m'emmerde, il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir. Ça veut dire qu'il y a résistance. Voilà. Et dans la résistance, il y a du désir. Voilà, exact. Oui, mais enfin, il y a les deux, quoi. Et l'origine de la rencontre, elle n'est pas désirante. Je veux dire, le fait qu'on se donne rendez-vous, qu'on se paye, etc., ça veut dire que ça n'est pas désirant. En fait, et je pense que il y a du désir, évidemment, d'aller en psychanalyse, du désir certainement du psychanalyste, etc. Mais le fait qu'il y ait un cadre non désirant, c'est aussi important que le fait qu'il y ait du désir. Ça peut être rassurant, effectivement, et ça peut être, et ça peut permettre que le désir advienne. Voilà, peut-être. Voilà. Et bon, voilà, en pédagogie, je me disais que cette superposition d'un cadre non désirant et éventuellement d'un désir qui advient, ça pouvait nous dire quelque chose, enfin, je veux dire, sur la transmission de littérature. Et vous êtes là. Enfin, pas là ici, face à vos élèves, enfin, oui, vous êtes là. Vous êtes le cadre. Je pense que le cadre, ce n'est pas simplement tout ce qu'on a énuméré. Hein. Le cadre, c'est le cadre interne que vous avez à l'intérieur de vous. Votre cadre interne. Je pense que l'idéal dans l'analyse, effectivement, pour que ce soit plus facile, c'est la sonnette, la porte, le câlin, l'analyste, le paiement, l'horaire, le divan ou le fauteuil, mais ça peut se passer aussi de façon aussi analytique si on a le cadre intériorisé sur un banc public. Peut-être pas à chaque fois, mais... L'analyste de Freud avec Mahler. Et c'est ce dont vous parlez, là, quand vous parlez de votre cadre interne pour être avec vos élèves. Hein. Nathalie? Oui, c'est vrai que dès le début, on réfléchit à la question de l'enseignement, puisque évidemment c'est ce qui nous préoccupe tous, et qu'il y a une dissymétrie de départ, puisque comment dire, la position de l'enseignant, c'est précisément celle de guider l'étudiant vers une direction dans l'analyse d'un texte, ou dans l'acquisition de certains outils d'analyse, ou quelle que soit la préoccupation. Puis en outre, puisqu'on évoque certaines situations concrètes, il y a une différence aussi entre les moments où les étudiants eux-mêmes font des exposés ou des devoirs, et puis les cours où il y a quand même une grande part de la part d'enseignants des cours d'introduction aux œuvres, des cours de présentation, des cours d'analyse, d'exemples d'analyse. Donc il y a une position qui est quand même totalement opposée à celle du psychanalyste là, puisqu'il s'agit d'arriver d'être actif, d'être... Et du coup, il y a vraiment une dissymétrie là de départ, je dirais. Mais je me demandais deux choses en fait. Il y a, dans tout ce que vous avez dit, moi ce qui m'a frappé,
c'est que je m'y retrouvais pas tant en tant qu'enseignante, parce que moi, quand je vois un étudiant un problème, je prends mes jambes à mon cou, je ne veux rien avoir avec ça. Je veux dire, je tiens à distance. Voilà, je tiens à distance, j'essaie de rester dans les discussions, des notes, voilà. Voilà, j'ai une étudiante qui a été violée 4 fois en un mois et je ne veux pas entrer en dialogue là-dessus avec elle. Voilà, c'est pas mon rôle, c'est ce que j'estime. Et donc, dans tout ce que vous avez dit, ce qui m'a frappé, c'est que moi, je m'y retrouve dans le rapport au texte. L'accueil, la position d'accueil et la possibilité d'avènement d'un sens qui n'est pas préinvesti, qui n'est pas... Enfin, la position de l'accueil, vraiment, c'est celle que, en tout cas, que moi j'ai par rapport au texte. Le texte peut parler, peut-être plus que... et je trouve que par rapport à l'étudiant, justement, c'est très différent. Là, il y a effectivement une sorte de prérequis, d'attente qui est quand même plus fort. Et puis, donc, je me demandais si l'intersection, pour en revenir alors à la question de l'enseignement, parce que ça nous dit quand même peut-être plus, je sais pas. Je me demandais si l'intersection entre l'attitude du psychanalyste et de l'enseignant, si c'est pas celle de ce que vous aviez appelé tolérer la violence ou le désir de l'autre, ou en fait tolérer l'autre, s'il n'y a pas là peut-être le vrai lien, le point commun entre l'enseignant et le psychanalyste. Mais je ne sais pas, j'arrive pas peut-être à formuler mieux, mais j'aime bien enfin, cette idée de tolérance, ça me frappait. Voilà, c'est une question, et liée à ça, pour terminer. Vous avez dit vous-même, oui, je dois transformer la violence en douceur, je dois la tolérer, mais la transformer aussi. Voilà, c'est là que je situe cette intersection. Mais donc, du coup, la question, comment on peut faire? Parce que quand on est agressé, quand on est blessé, quand on est choqué, parce qu'il y a des platitudes, par exemple, qui peuvent être dites, qui peuvent choquer une certaine finesse ou un engouement qu'on peut avoir par rapport à une matière. Donc, comment gérer ça, cette émotion personnelle qui peut jaillir C'est difficile de vous répondre, mais votre exemple, il est tellement joli, parce que lorsque je pense à la violence et de recevoir un tigre et de rendre quelque chose d'une douceur possible pour que le patient fasse quelque chose, et l'exemple que vous donnez de vous sentir extrêmement agressé, donc comme si vous aviez reçu un tigre, c'est que des étudiants vous disent des platitudes. Ça, je trouve ça magnifique, parce que, en effet, là, alors, tu parlais du désir du prof, là, on sent que vous êtes vraiment investi d'un désir que on fait pas n'importe quoi. La platitude, c'est pas possible, c'est pas recevable. Alors, quand on sent que quelque chose pour soi n'est pas recevable, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire, mais vous êtes trop bête, vous êtes trop nul, j'en peux plus, je m'en vais, je prends mes kicks et mes claques, ou vous supportez le temps de la bêtise, et de la nullité, en pensant que peut-être, si vous arrivez à supporter ce temps de bêtise et de nullité, d'avoir pris ces platitudes dans la figure, si vous arrivez à supporter ce temps, et que donc celui qui a proféré ces platitudes et ces stupidités sentira qu'il y a eu une hospitalité, un accueil en vous pour cette partie conne de lui, et qu'à ce moment-là, c'est là où vous lui renverrez le chaton, vous lui renverrez, tu n'es pas que con, tu n'es pas que disant des platitudes, et j'attends qu'à un autre moment, tu me donnes autre chose. C'est ce qui me vient à l'esprit quand je vous entends. C'est peut-être la possibilité de différer et de ne pas penser que ces platitudes sont une fois pour toutes. Et si vous les recevez, les accueillez, pouvez les contenir et ne pas l'envoyer balader par le rejet, l'insulte ou le ras-le-bol, cette possibilité de différer lui donnera à lui ou à elle la possibilité de faire autre chose que de la platitude.
question, j'en sais rien. C'est ce qui me vient à l'esprit en vous entendant. Et en essayant de penser le schéma de recevoir et rendre. Différé. Ça me paraît censé dans le cadre d'un apprentissage, en tout cas, bien sûr. Oui. Mais dans une situation quotidienne, ça me paraît déjà plus difficile. Oui, mais parce que qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, que ce qui nous menace comme danger, là je dis nous parce que je pense que les enseignants sont tellement exposés à ça, c'est le découragement, c'est la lassitude, c'est le ras-le-bol. Ça c'est et c'est à ce moment-là où on lâche, où on dit ça va. Et c'est vraiment ça dont on doit se méfier. C'est de ce découragement, de cette lassitude et de dire, alors moi j'en parlais par rapport à trop de projections angoissantes et de nécessité de se défendre, mais c'est à peu près la même chose pour vous, c'est trop de projections de ne pas être entendu, de platitude, ou même d'agressivité, de violence ou d'incivilité, dont on parle. Et voilà, et donc c'est essayer de pouvoir tenir et tolérer pour ne pas tomber, parce que quand on tombe dans la lassitude, le découragement et le ras-le-bol, c'est pas seulement qu'on lâche les autres, mais c'est qu'on se lâche nous-mêmes, parce que alors à ce moment-là, faire notre métier sans entrain, pour pas dire désir, sans entrain, sans force de vie, c'est pas tenable. Alors là, pour le coup, le vôtre comme le mien, c'est pas tenable. Je me donne la parole parce que j'étais inscrite après toute cette Marie-Claire, je ne t'oublie pas, je ne t'ai pas oubliée. D'abord, j'ai envie de dire tout simplement que ce qui me frappe énormément, c'est que on est très vite tenté, nous sommes très vite tentés de nous adresser à toi comme à celle qui serait quand même la compétente des compétentes, des d'autres difficultés, etc. Alors en fait, moi j'avais envie plutôt de revenir à un peu au point de départ dans ce projet que tu viens de nous parler de l'accueil. Et c'est une manière de contester, ce sera une manière de contester un peu ce que disait Mitchell, à savoir qu'il ne fallait pas confondre la situation d'enseignement et la situation psychanalytique, évidemment, bien sûr. Enfin, je pense qu'il y a à un certain niveau, ça va de soi. On ne peut pas la confondre. Pardon ? On dirait pas. Mais je ne sais pas complètement comment le formuler. On ne va pas les confondre, mais si on ne les confond pas très vite, comment dire, les questions, je parlais de la compétente des compétentes, et on va interroger un analyste dans, c'est un peu ce qui s'est fait, dans les moments de difficulté dans l'enseignement, comme si c'était lui, à ce moment-là, qui pouvait nous apporter un secours. Ou alors, on va dire, il n'y a de toute façon aucun point d'intersection, à ce moment-là, de quoi parle-t-on ici pour l'instant, mais on parle de rien, que de choses très confuses. Moi, je fais une autre hypothèse, qui est que, à travers ce que Marie-Pascale nous a présenté de son expérience de l'accueil, c'est-à-dire une expérience singulière qui est liée à une profession singulière, elle nous parle de quelque chose qui peut être transposable, parce que de toute façon, aucune profession qui aurait rapport à l'autre de manière singulière, c'est-à-dire les enseignants, les médecins, tu m'avais parlé de l'hôpital, mais aussi bien les employés de la poste ou de n'importe quel service public parce qu'ils reçoivent des gens. Bref, tout ce type de profession qui d'ailleurs le mot est là, on commence par accueillir des gens, le verbe il est là. Et dans ces professions où de toute façon il y a toujours d'abord des moments d'accueil qui sont presque des moments de seuil. Ça peut être très bref, quelqu'un qui vient pour une lettre dans une poste, ça va être beaucoup d'accueil dans une journée, ou ça peut être au contraire le moment d'accueil par rapport à une classe, où après, l'accueil s'atténue au fil des jours. Bon, et bien là,
nous, c'est donc l'autre volet de notre réflexion à transition, c'est la question de la civilité. On l'avait plutôt appelée jusqu'à présent civilité. Mon idée en t'écoutant, c'est qu'on a quelque chose à, on a quelque chose à entendre de cette dimension que tu donnes de l'accueil. Alors je voudrais revenir sur des termes que tu as dit. Par exemple, le cadre. Alors, tu as dit, il y a un cadre, et en même temps, c'est un cadre interne. Et justement, ça, cette espèce de tension compliquée, il y a un cadre externe. On a l'impression, justement, je pense plutôt la civilité, là. La civilité, on va pouvoir donner des sortes de règles. Et en même temps, ça c'est ma conviction depuis, je sais pas, depuis que je réfléchis sur la civilité, si ce cadre est absolument pas habité par un cadre interne, il est une pure catastrophe. Cependant, en même temps, et ce serait donc ça ma question, pour rebondir sur ce que tu appelles cadre et cadre interne, tu as bien déterminé un cadre externe en quelque sorte. Hein, il y a un cadre externe. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'un cadre interne, une hospitalité intérieure, est possible, un accueil, est possible sans aucun cadre externe? Ce serait par exemple une question, et on voit très bien comment on pourrait réenvisager tout ce dont nous venons de parler dans les confrontations, situations analytiques, situations pédagogiques, d'une autre manière. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. J'ai encore plein de questions, mais je me réinscrirai. Mais lorsque tu parles de cadre externe et lorsque tu parles de cadre interne, bon, je peux te dire de ce dont je parle au niveau analytique, mais toi, quand tu en parles au niveau de représenter quelque chose au niveau pédagogique, au niveau de votre travail. J'ai pas... Là, je pensais à la civilité en règle générale. Donc, par exemple, comment dire? Moi, je peux donner. Là, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Le premier qui me vient à l'esprit, je pense que tu t'en souviendras. Il y a une époque, quand on s'adressait à quelqu'un dans un supermarché pour lui demander où on devait trouver je sais pas, où est le sucre, par exemple, on s'adressait donc à un vendeur et on n'avait pas besoin de lui dire bonjour. On pouvait lui dire est-ce que vous pourriez me dire où est le sucre, s'il vous plaît? Et puis il y a eu un jour une année presque, je dirais, à répétition, la personne m'a dit sur un ton extrêmement sévère bonjour. Et j'ai compris que désormais, il fallait, pour être considéré comme civil, poli, commencer par dire bonjour au vendeur avant de lui dire est-ce que vous pouvez me dire où il y a du sucre? Alors bon, dans cet exemple, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, d'un côté, tu as un changement de règle en quelque sorte. Il y a un moment où il n'était pas, pour être poli, il n'était pas nécessaire de dire bonjour. Puis il y a eu un moment où le bonjour est devenu nécessaire. Alors je m'en souviens d'autant plus qu'à cette même époque, il y a eu un article dans les pages des débats du Monde qui devait justement porter pour titre bonjour et qui faisait remarquer que c'était un échange extrêmement codé, brutal entre la police et la police et soi, enfin. Donc il s'insurgeait beaucoup contre ce bonjour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que maintenant fait partie pour moi donc du cadre, en quelque sorte externe, la nécessité de dire bonjour, parce que j'ai compris que maintenant, si je m'adresse à un vendeur dans un supermarché, si je ne lui dis pas bonjour, il va se sentir agressé, maltraité, méprisé, etc. Mais les moments où j'ai compris ça, le moment de transition, pas du tout dans notre sens transitionnel, le moment de transition historique, si je puis dire, eh bien, je sentais que celui qui me reprenait en me disant bonjour sur ce ton assez terrible, c'était certainement pas un cadre interne d'accueil qu'il avait, mais que c'était l'absence d'une hospitalité, si tu veux, et qu'il avait au contraire négligé totalement le fait que mon ton de voix, je pense que j'ai jamais maltraité, au sens maltraité intérieurement, un vendeur à qui je m'adresse dans un supermarché. Mais il avait, lui, uniquement retenu le cadre qui, à ce moment-là, n'est externe, la règle qui exigeait pour lui bonjour.
Alors, je ne sais pas si mon exemple était le meilleur, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une... Moi, je suis tout le temps frappée par le fait que la question de la civilité, on ne peut pas la poser si on ne prend pas des cas concrets. Et les cas concrets supposent qu'il y ait quelque chose comme des règles, ou en tout cas de la régularité, parce que sinon on ne peut pas en parler presque. Et en même temps, il ne peut pas y avoir, à mes yeux, de vraie civilité s'il n'y a pas ce qu'il me semble, ce que je crois avoir compris, à travers ce que tu dis de l'accueil ou de l'hospitalité intérieure ou du cadre intérieur. C'est-à-dire que si les règles ne sont pas habitées par quelque chose, d'une bienveillance, qui ferait qu'on ne va pas tout de suite être dans la reprise de l'autre. Mais là, ce dont j'ai l'impression, je n'étais pas au courant de ce passage de « il faut dire bonjour ». Bonjour. Non, j'ai pas fait attention, mais ce que je pense en t'entendant, c'est que en fait, lorsque la réponse à un malaise d'incivilité, c'est-à-dire un malaise qui certainement doit se vivre pour qu'il y ait eu cette espèce d'émergence de on va solutionner les choses en disant bonjour, ce que tu es en train de dire, c'est que la résolution du malaise, de l'incivilité, du mal vivre ensemble ne s'élabore pas suffisamment, ne se pense pas suffisamment, comme par exemple quelles sont les causes, quels sont les événements qui ont fait, et que on raccourcit le temps de l'élaboration par l'édiction, je dirais même pas d'une règle, d'un oukase ou de je sais pas quoi, de dire bon ben on va solutionner cette affaire-là, tout va très bien se passer, maintenant on s'adresse à vous, on vous dit bonjour. Et puis donc ce que tu es en train de dire, c'est on érige, c'est presque comme un fétiche en fait, un fétiche qui viendrait cacher ce de quoi sont faites les choses. Alors, tu as le fétiche bonjour, qui ne solutionne absolument rien, parce que cette personne se sera certainement sentie agressée de la façon dont tu auras dit ce bonjour, parce qu'il est complètement absurde, ce bonjour obligé. Et toi, tu ne te seras pas senti accueilli par cette dame qui courroucée attendait ce bonjour qui ne signifiait strictement rien. Donc, on a mis un fétiche qui a caché le mal-vivre ensemble et qui a squeezé le temps de l'élaboration et justement le temps dont on parlait tout à l'heure, de pouvoir se rendre compte, différer et voir comment ça va vraiment pouvoir se modifier et changer. Et la règle, la fausse règle, l'imposition, vient squeezer ça. Et pour moi, c'est une fausse règle, c'est un faux cadre, c'est un fétiche, en fait. Mais dès que... Attends, d'abord, c'est Marie-Claire avant toi. Non. Dites bonjour, peut-être madame va accepter. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre place? Je voulais simplement te demander, dès qu'on dépasse une relation à deux, par exemple donc la relation de l'analyste du patient, comment tu peux imaginer, est-ce que tu as une idée de comment on peut élaborer ensemble, voilà, c'est ça ma question, si tu veux, c'est quels sont les biais collectifs, là je pense en termes collectifs, quels sont les biais collectifs, quelle est la bonne échelle pour élaborer ensemble la solution à un mal-vivre. Et est-ce que tu serais d'accord pour dire que même si est-ce que tu serais d'accord pour envisager qu'il puisse à la fois y avoir des formes, quelle serait la différence entre des règles qui seraient que des fétiches, un bonjour qui serait fétiche, et des formes, étant entendu qu'au fond, s'il n'y a pas des formes, ce serait donc pas tout à fait un cadre externe, mais des formes,
plein de choses ne sont pas reconnaissables. Il faut de la forme pour que les choses soient reconnaissables. Un truc comme ça. Oui, il faut des formes pour que les choses soient reconnaissables. Mais je crois que là, quand même, ce dont on est en train de parler ou pas parler, c'est du politique. Mais non, on en parle. Enfin, je veux dire, on sent. Mais comment... Enfin, bon, je dis souvent, il y a un texte d'Étienne Balibar, 3 concepts de politique, qui, lui, à propos de la civilité, parle d'un concept quasi-politique. Et moi, j'aime beaucoup avoir à penser un espace quasi-politique. Voilà. Parce que là, je pense que quand même, ce vers quoi tu nous diriges, c'est dans un moment où effectivement on sent les formes qui ne sont plus des formes reconnaissables, disons, pour ce qui nous permettait d'avoir en commun, à bas bruit, un code commun. Je parlerai peut-être d'un code commun, un code commun de vivre ensemble qui permettait que bon, les choses se passent plus loin. On sent peut-être qu'il y a une perte de ce code commun. On est très souvent devant des situations d'incivilité que l'on n'aurait pas imaginées, auxquelles on est confronté et qui ne faisaient pas partie de quelque chose qu'on pouvait penser jusque-là. On les découvre, elles sont nouvelles, et voilà. Donc, ce code habituel commun, on ne peut plus s'y référer de la même façon qu'on pouvait s'y référer avant. Bon, mais je pense que tu nous amènes vers un terrain de comment une résistance est-elle possible en ce moment, et une résistance que l'on voudrait collective, et comment on peut l'organiser. Moi, j'ai un tout petit exemple que je vais vous dire assez rapidement, qui a été très intéressant. Je crois que je t'en ai parlé, l'histoire de mon immeuble qui a été racheté par les HLM, non? Bon, je vous raconte très vite. J'habite un square en forme de fer à cheval. Côté gauche, locataire, au fond, propriétaire, à droite, propriétaire. Mon immeuble, côté locataire où j'habite, racheté par les HLM, cas sociaux, il y a 3 ans. Massivement, parce qu'il y avait beaucoup d'appartements vides, arrivaient de familles cas sociales, c'est-à-dire des familles qui arrivaient d'hôtels qui avaient pris feu, d'endroits insalubres, de banlieues diverses et variées, etc. Familles, pour la plupart, africaines. L'été arrive, c'est un square, 52 enfants descendent dans le square pour jouer. Tous les enfants du square, depuis des décennies, ont toujours joué dans ce square, mais il n'y en a jamais eu 52 ensemble, africains, et jouant comme on peut jouer 52 enfants, voilà. Donc, on s'excite, on n'a pas le temps de remonter parce que l'interphone est trop, on fait pipi où on se trouve, on est content, on est ravi, on crie à chaque fois plus fort, c'est comme une cour de récréation. Le côté propriétaire a eu le sentiment que le monde s'effondrait. Et ça a été des pétitions, jusqu'à ce que mon bailleur, Paris Habitat, fasse un grand écriteau, interdit de jeu dans le square. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit interdit de jeu dans le square, finalement c'est plus calme, ou on dit c'est pas possible, donc on organise une résistance. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Organisation de résistance avec les uns, avec les autres, etc., etc. Mais ça demande un temps fou. Il a fallu aller dans chaque immeuble, aller voir les mamans, faire des mamans référentes dans les immeubles, prendre le thé, aller se connaître, voir quelles étaient les peurs de ces mamans par rapport aux propriétaires et par rapport aux locataires qu'elles ne connaissaient pas, etc., etc., etc. Ça a pris 1 an et demi. Ça s'est bien terminé à Noël, puisqu'on a fait un Noël, tout le monde chantant Petit Papa Noël, absolument enchanté. Pas tous les propriétaires, loin de là, hein, mais quelques propriétaires, tous les nouveaux locataires et les anciens locataires. Mais cet exemple pour dire que face à ce qui nous arrive en ce moment, on doit, à mon avis, faire dans les situations concrètes que nous avons à vivre. Bon, moi j'ai eu ça, toi tu as autre chose, vous aurez autre chose, on a autre chose. Mais
je dirais que la vigilance et la résistance de ne pas laisser passer les premiers signes. De ne pas laisser passer les premiers signes. Aux premiers signes, aux premiers événements, aux premières situations, voilà le cadre interne. Avec notre cadre interne, c'est-à-dire quel est notre cadre, là je dirais, pas de travail, mais notre cadre d'humanité. Qu'est-ce que l'on veut pour soi, pour continuer à vivre dans une humanité qui nous ressemble et qu'on veut le plus proche de ce que l'on souhaite? Je dirais la théorie du timbre-poste. Petit timbre-poste par petit timbre-poste, toucher tout ce que nous pouvons toucher. Après, ça fera du collectif, certainement, j'espère. Mais à l'heure actuelle, enfin pour ma part, aucun parti politique ne me donne envie de participer. Je veux dire, la politique professionnelle ne me paraît pas intéressante. Par contre, tout ce qui est politique de proximité, d'invention à partir de nous-mêmes, me paraît extraordinairement vitale et porteuse de modification. Et je pense que timbre-poste plus timbre-poste plus timbre-poste, on peut modifier. C'est une réponse pour te dire comment inventer de nouvelles formes. Mais on a une incidence sur les nouvelles formes sur des toutes petites surfaces. Mais je pense qu'on n'a pas à y renoncer et on doit absolument, et ça je pense quand je dis ça, je pense, là on est parti loin de la psychanalyse, mais plutôt dans ce que tu parles de transition, vivre ensemble, etc. Je pense qu'on a beaucoup à faire et que c'est assez enthousiasmant d'ailleurs. C'est plutôt enthousiasmant. Mais c'est proximité est petit. Mais petit, mais très chargé très chargé en fait. Voilà. Je vous ai... Je vais peut-être, alors c'était pas ma question, enfin je vais peut-être rebondir sur le bonjour pour donner un autre scénario peut-être, ce bonjour. J'ai tout à fait noté ça, et ça m'énerve d'ailleurs à chaque fois. Hein. On dit, bon, oui, j'ai oublié de dire bonjour, oui, bonjour. Mais j'ai en fait, moi, fait cette expérience contraire d'être celle qui imposait le bonjour. J'habite aux États-Unis et quand ma fille ramenait, quand elle était adolescente, elle ramenait ses amis à la maison, même avant. Aux États-Unis, les jeunes rentrent, ouvrent ton frigidaire, te disent pas bonjour. Ils viennent avec leur petit ami et puis les parents n'existent pas. Alors moi, quand les enfants, les adolescents rentraient, où j'arrivais, je lui disais bonjour, comment vous appelez-vous? Je suis heureuse de vous rencontrer. Donc je faisais vraiment la police d'une certaine façon. Mais ce que je pensais faire là, c'est pas seulement la police, c'était forcer l'autre à dire j'existe, dis-moi que tu existes et faire ouvrir un dialogue. Quelquefois ça marchait, quelquefois ça marchait pas du tout. Bon, j'ai rien changé véritablement, mais pour certains, bon, je sais qu'ils se souviennent que j'ai dit bonjour et qu'ils devaient me dire bonjour en tout cas, et que j'ai existé, que les parents existaient, que j'étais là, quoi. Voilà. Bon, ça c'est un exemple. Mais il me semble que là, c'est un peu, ce bonjour devient un objet transitionnel, devient un matériel linguistique qu'on envoie à l'autre et on lui demande renvoie-moi cet objet, j'existe, je suis là. Et il y a un espace entre nous. Donc on crée un lieu, on crée Tout à fait. ce lieu qui finalement, ou peut-être quelque chose de nouveau va se passer, peut-être ça ne se passera pas, mais peut-être que ça se passera. Donc on donne une chance en tout cas. Oui, vous donnez l'opportunité, absolument. Oui. Alors bon là je voulais rebondir sur l'autre aspect du lien dissymétrique entre l'enseignant et peut-être le dialogue ou l'écoute de l'analyste et du patient, entre le patient et l'analyste, c'est que il me semble qu'il y a une grande dissymétrie dans le sens où, à l'école en tout cas, bon, c'est le professeur qui en général parle d'abord, c'est lui qui a le discours, et l'élève écoute, alors que chez l'analyste, c'est le patient qui parle, qui donne son discours, et puis en principe l'analyste écoute. Mais finalement, il me semble qu'il y a encore une fois, on peut prendre le discours,
en tout cas dans la relation patient-analyste, le discours comme un matériel linguistique qui est finalement, peut être, même pour le patient qui parle, un objet qu'il écoute. Il écoute son propre discours comme l'analyste écoute son discours. Et ce discours devient l'objet transitionnel entre les deux, finalement. Et c'est à partir de ce discours qu'on va travailler. Parce que celui qui parle, le patient qui parle, il se rend compte d'un seul coup que, oui, il a créé quelque chose qui n'est plus à lui, qui est là au milieu et qui est échangé et qui va, sur lequel on va travailler. Et finalement, c'est la même chose pour l'enseignant, d'une certaine façon. L'enseignant parle, donne un texte, et puis finalement, il demande à l'élève de rendre quelque chose, de rendre un autre texte. Et puis on va travailler sur ce texte et voir ce qui va se produire. Un troisième texte, finalement. Il me semble que là, je vois une sorte de jeu d'échange qui va produire quelque chose. Enfin, c'est comme ça que je vois l'enseignement. C'est que je donne un texte et puis je montre mon plaisir à le lire, à le comprendre, etc. Mais j'attends à ce que l'élève, l'étudiant, prenne ce texte et me le renvoie avec son propre texte. Et ainsi de suite, en quelque sorte. Et donc, il me semble que là, le texte, pas seulement le texte comme objet linguistique, simplement des lettres, mais le texte tel qu'il est travaillé par les deux devient une sorte de matériel d'échange qui peut-être produire du nouveau, peut-être un lieu d'échange, de rencontre. Tout à fait, parce que c'est joli la comparaison que vous dites. C'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, d'une production d'intelligence à deux, hein, d'une nouvelle intelligence, d'une nouvelle production, de quelque chose de nouveau qui émerge, mais justement à partir de ce à deux. Et que le premier va être un groupe d'ailleurs. Ah ben oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Est-ce que je... Ah, pardon, Michel. Oui. Vas-y. Non, mais justement, ton petit reproche, c'est pas tout à fait fondé. Je veux dire, lorsque je disais qu'il n'y avait même pas de comparaison entre la situation à l'étude et la situation de l'enseignement, et je voulais donc demander, cadre intérieur, cadre extérieur à cette personne, Nathalie, mais à vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une classe de, disons, 30 élèves qui viennent de toutes sortes d'horizons différents, qui ne partagent pas les mêmes données culturelles, les mêmes codes. Et donc, ça, c'est un cadre extérieur qui est vraiment très difficile je suppose, à gérer, n'est-ce pas? Non, mais Nathalie, Nathalie, elle enseigne à Paris 3. Par contre, Benoît, tu pourrais... Non, je veux dire, c'est ça. Comment tu peux comparer la situation analytique avec un patient qui paye, qui provient d'une classe probablement bourgeoise. On peut parler évidemment des tentatives avec la classe ouvrière et l'analyse. Et là, lorsqu'un enseignant est dans une classe avec 30 élèves complètement bouillonnants, mais ce n'est pas le cadre idéal. Non. C'est une question, qu'est-ce que vous faites? Mais je suis pas enseignante, donc je sais pas trop comment ils font et comment ils se. Je veux juste dire que ce que je peux imaginer, c'est que vous dites ils n'ont pas de code commun. Oui. Donc je pense que ce qui peut. Quand je lis dans les journaux ici sur la situation, en disant des zones défavorisées. Et justement, je pense que ce qui peut s'inventer, et pour ça il faut du temps, c'est de créer un code commun. Ils ne l'ont pas en arrivant. Mais c'est l'expérience commune et la tâche commune qui peut les amener à créer un code commun autour d'une tâche commune. Mais c'est très optimiste lorsqu'ils refusent le code commun. Ah non, mais refuser, c'est pas qu'on va le leur imposer ou, comme on disait tout à l'heure, décréter. C'est que l'expérience qu'ils vont faire en commun par rapport à la tâche qu'ils ont en commun, parce qu'ils vont avoir quelque chose en commun, c'est une tâche que va leur proposer l'enseignant. Je ne sais pas quoi, apprendre l'anglais, savoir dessiner ou lire un texte. Cette tâche, vous me regardez avec des espoirs, mais je pense que pour qu'un groupe existe, ça n'existe pas un groupe, ce sont des individus les uns à côté des autres, il n'y a pas un groupe. Un groupe, ça se constitue comme une équipe autour d'une tâche commune, et c'est autour de cette tâche que l'on commence à organiser un code commun, une culture commune, des paroles communes,
quelque chose qui réunit. Et pour ça, il faut du temps. Et je pense que peut-être pour les enseignants, ça demande 1 an, 2 ans, plusieurs mois, j'en sais rien. Mais je ne vois pas comment c'est possible autrement. Sinon, vous aurez toujours des groupes d'individus avec le qui fait ça, avec le qui fait ça. C'est un temps qui organise un code commun dans un groupe. Je ne sais pas ce que vous pensez. Ils ont quand même un code commun, souvent. Ils n'arrivent pas. Peut-être que je lis les mauvais journaux et que c'est pas mon expérience. Non, mais les élèves entre eux, ils ont souvent un code commun, il me semble. En tout cas, c'est l'effet que ça fait à un jeune prof qui arrive. Ils sont plutôt bien ensemble, quoi, généralement. Trop bien. Quelle différence feriez-vous entre ce code commun et le contenu de désir? Parce que ça peut sembler assez proche aussi. Dans la création d'un code commun, il y aurait nécessairement un investissement affectif et puis aussi une part de projection. C'est-à-dire que ce dont on parlait tout à l'heure avec Hélène du contenu désir, c'était par rapport à l'enseignant ou par rapport à l'analyste. Alors que là, non, parce que quand je parlais du code commun acquis par l'expérience, par le groupe, c'est justement la question de l'affectif et de l'expérience et de affectif, apprentissage, savoir affectif, qui permet l'apprentissage, mais pas du tout dans un contenu de désir, mais plutôt de l'observation que ça se passe comme ça dans le groupe autour de la tâche qui leur est indiquée. Alors après que l'enseignant, alors là on retrouvera peut-être le contenu désir, que l'enseignant dirige plus ou moins la tâche pour que ce code commun s'organise, oui, mais le code commun il se créera par le groupe, pas par décision ni contenu de désir. Il y aura nécessairement une position surplombante de l'enseignant dans la création et la définition d'un code commun. Mais je ne parle pas de définition de code commun, il va se créer entre eux par leur propre expérience. Je ne vais pas dire le code commun, ça va être ceci ou cela. C'est qu'ils vont trouver, par l'expérience de ce qui va se jouer les uns envers les autres, ils vont le créer. On ne le connaît pas, leur code commun, ils vont se le créer. Ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas l'idée que nous, on va leur imposer un code commun. Et puis qu'ils prennent le temps de se le... Non, ils vont le trouver entre eux. Autour, justement, de ce mouvement recréé chaque jour, de se retrouver ensemble autour d'une tâche commune. Dans ce il, bien sûr, tu mets l'enseignant, n'est-ce pas? Oui, bah oui, bien sûr. Et je pensais à ce que tu m'as dit, donc que tu avais fait de la... J'ai oublié comment ça s'appelle. Le psychodrame, oui, c'est ça. Tu as eu une pratique de psychodrame et est-ce que c'est cette pratique qui te permet de parler émergent du groupe, c'est ça ce que tu dis? Émergent. Et comment est-ce que ça t'a donné à penser la singularité de ce que c'est qu'un groupe, par exemple, l'expérience du psychodrame Alors, attends, j'ai deux expériences différentes, qui est une expérience de thérapie de groupe autour encore d'un analyste argentin qui s'appelle Pichon-Rivière. Toi, tu as dû en entendre parler par ta maman. Et ça, c'est l'expérience de groupe, pas de groupe de psychodrame, qui peut être groupe thérapeutique, groupe de formation, groupe d'apprentissage, etc. Ça, c'est l'expérience de thérapie en groupe ou de direction de groupe. Et puis le psychodrame, j'ai une pratique de psychodrame également en groupe, parce que le psychodrame peut se faire en individuel, c'est-à-dire avec un patient et un groupe de thérapeutes. Moi, je ne sais pas l'expérience que j'ai, ou très peu. J'ai l'expérience un groupe de patients et 2-3 thérapeutes autour de la technique psychodramatique. Ça, c'est plutôt les techniques de Moreno. Bon, la question de l'émergence, c'est plutôt un terme de Pichon-Rivière qui parle justement de l'émergent d'un groupe, c'est-à-dire que
ce qui apparaît dans un groupe, c'est l'émergence d'un groupe et que ce n'est jamais une totalité d'individus et qu'on ne doit jamais prendre un individu en tant que tel, mais toujours penser le groupe comme groupe et que tout ce qui sort du groupe est un émergent de ce groupe. Alors à différents moments du groupe, le groupe étant dans un moment de collaboration, le groupe étant dans un moment de résistance, le groupe étant dans un moment d'agressivité, le groupe étant dans un moment de retrait, d'excitation, etc. Et c'est l'émergent qui peut être tel élève a fait ceci ou tel élève a fait cela, qui est pris en compte par Pichon-Rivière pour analyser à ce moment-là le moment du groupe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai parlé d'émergent. Mais le psychodrame, c'est autre chose. Hein. Le psychodrame, c'est, au lieu de n'être que dans la parole, que ce soit la parole individuelle ou la parole en groupe, c'est de jouer une scène qui est choisie soit par un patient et avec des représentants de la scène pris dans le groupe de patients, soit également par un des thérapeutes ou un collègue qui vient supporter la scène. Alors donc la scène se joue et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui est intéressant par rapport à la question simplement du langage, c'est que le corps est mis en jeu. Et donc ce sont des techniques qui sont extrêmement intéressantes avec les adolescents. Parce que d'abord ça a un aspect ludique et que ça questionne justement toute la question du corps, de la sexualité, de l'affectif, qui est très 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 en jeu, comme tout le monde le sait à l'adolescence. Et ça permet à des jeunes qui n'auraient pas la même facilité de pouvoir s'exprimer dans un groupe ou en individuel, de pouvoir justement dans la scène dramatique devoir représenter ce qu'il en est pour eux. Et lorsque le jeu s'arrête et que l'on discute de ce qui s'est passé et que les thérapeutes interviennent en disant ce qu'ils ont vu et que les membres du groupe disent également ce qu'ils ont vu, il y a toute une capacité d'élaboration qui est tout à fait intéressante. Le psychodrame, moi, est une technique thérapeutique qui, dans certains cas, m'intéresse énormément. Voilà, donc on en avait discuté un jour, c'est pour ça que tu voulais qu'on en reparle. Mais ne ressort pas tout ce dont on a parlé, parce que... Marie-Claire, puis après je propose qu'on continue à discuter autour d'un verre. Je serais curieuse de savoir un petit peu quelles étaient les expériences, très rapidement, ça peut pas m'aider, avec les réfugiés latino-américains. Est-ce qu'il y a eu ce genre de travail avec travail de groupe ou des travails individuels Oui, il y a eu des groupes, mais c'est pas ce dont moi je me suis occupée. Je le dis rapidement, c'était dans les années de 76 à 80 à Madrid. Et c'est juste au moment de la dictature argentine qui avait eu lieu en mars 76, et beaucoup de réfugiés sont arrivés parce que dans l'année, je crois, 77, il y a eu une possibilité, lorsqu'on était en prison, d'avoir l'option à sortir du pays. C'est-à-dire qu'on était en prison et on pouvait choisir, au lieu de faire sa peine, quand on avait la chance d'être en prison et qu'on n'était pas disparu, on avait l'option de sortir du pays, c'est-à-dire qu'on vous transférait de la prison à l'aéroport et de l'aéroport dans le pays d'accueil. Donc c'était beaucoup la Suède, ça a été le Brésil, un peu la France et beaucoup l'Espagne à cause de la question de la langue. Donc il y a eu une affluence très grande de réfugiés qui venaient de situations absolument terribles, d'emprisonnement, de torture, de compagnons, compagnes, familles disparus, torturés, emprisonnés. Enfin, c'était quelque chose de massivement dramatique. Et au même moment, en Espagne, nous étions un certain nombre, je dis nous, parce que comme je venais d'Argentine, j'étais considérée un peu comme Argentine par le groupe dans lequel j'étais, nous étions tout un groupe d'analystes latino-américains et argentins qui étaient également exilés et qui donc ont reçu toutes ces personnes. Bon,
ça a été une clinique très particulière parce que on était des militants politiques, donc la communauté nous connaissait. Et donc, il n'y avait pas du tout le fait qu'on ne connaît pas son analyste, on ne connaît pas sa vie, etc. Donc ça, on n'allait pas s'arrêter à ce genre de choses. Et on recevait les patients, bien sûr gratuitement. Donc là, le cadre, il était particulier. C'était la gratuité, on savait qui était son analyste, on connaissait souvent son histoire. Et donc, on recevait ces personnes qui arrivaient vraiment complètement fracassées. Et ça a été pendant des années une clinique qu'on pourrait appeler la clinique du traumatisme. C'était de recevoir les... Et moi, oui, parce que c'est pas possible dans des situations pareilles de recevoir les personnes en groupe. C'est vraiment lorsque, après quelques années, il y avait une possibilité d'avoir eu un accueil de son individualité, que quelquefois des groupes se formaient entre... Bon, mais il fallait déjà beaucoup de temps après. Mais le premier accueil n'était jamais groupal. Jamais. Non. Mais oui, ça a été et il y a des analystes espagnols qui se sont rapprochés, qui ont également travaillé dans le même sens. Il y a eu une immense solidarité en Espagne, aussi en France d'ailleurs, mais les gens venaient plus facilement là-bas pour la langue. Je ne sais même pas où ils arrivaient à Madrid, ils demandaient où était le port. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose d'absolument terrible. Peut-être derrière cette question, l'association des grands-mères argentines, est-ce que c'était aussi avec un travail de discussion en groupe ou c'était quelque chose d'autre? Alors, non, ça pour moi ça a été quelque chose d'autre parce que je suis en France, elles sont en Argentine. Donc c'était autour de textes, autour de réunions quand on pouvait en France et quand j'allais en Argentine. Et quand je vais en Argentine, j'ai toujours des réunions avec les grand-mères, mais surtout, mon travail depuis plusieurs années, c'est avec les thérapeutes qui travaillent dans l'association des grand-mères et qui s'occupent des enfants que l'on a retrouvés et le terme que l'on emploie, qui sont restitués, et donc des enfants qui maintenant ne sont plus des enfants, qui ont entre 30 et 40 ans, puisqu'on parle d'enfants qui ont été volés à quelques mois jusqu'à l'âge de 2-3 ans, entre les années 76 et 84. Donc, ils sont nés plutôt entre 76 et 80-81, donc vous voyez l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, au début, quand les grands-mères, par un travail de Sherlock Holmes absolument inouï, arrivaient à retrouver des enfants, et la justice intervenait, et les enfants pouvaient être rendus à leur grand-mère ou à leurs grands-parents, parce que leurs parents, la plupart du temps, étaient disparus. À ce moment-là, il y avait une équipe thérapeutique qui prenait en charge ces situations. Et là, j'ai travaillé soit par mail, soit présente, par des contributions écrites avec l'équipe de thérapeutes. Voilà, et on continue à travailler sur ces questions, même si elles ont complètement évolué, puisque maintenant il ne s'agit plus du tout d'enfants. Et les enfants, eux aussi, maintenant, sont en association, sont des adultes. Mais il y a quelque chose d'absolument inouï qui a été fait par ces grands-mères. C'est une banque de données génétiques, parce qu'elles savaient qu'elles ne seraient pas éternelles. Il y en a beaucoup qui sont mortes déjà. Et donc, il y a eu une banque de données génétiques où des échantillons sanguins sont conservés. Et lorsqu'encore, au jour d'aujourd'hui, et ça arrive, il y en a eu 4 qui ont été récupérés l'année dernière, dont le petit-fils de la présidente de l'Assemblée des grands-mères, Estela Carlotto. Elle a retrouvé son petit-fils, donc il a presque 40 ans, parce que tout d'un coup, il s'est posé des questions, où il a eu une nouvelle fiancée qui, en entendant parler de son histoire, etc., elle a dit, mais tu ne serais pas peut-être... Puis ils font le rapport avec les années de dictature, etc. Et effectivement, il a retrouvé ses origines. Bon, grâce aux échantillons sanguins. Donc c'est une aventure assez inouïe. Et d'ailleurs, ils vont beaucoup plus loin. Bon, je ne sais pas si je vous dis juste ça pour terminer là-dessus. Ils vont beaucoup plus loin. Il y a maintenant, au niveau scientifique, la possibilité lorsque l'on retrouve des ossements,
à partir des ossements et de retrouver qui on a retrouvé. Donc, par rapport à des personnes qui ont passé 20 ans, 30 ans, 40 ans de leur vie en cherchant leurs disparus, ils peuvent les enterrer. Et ça, ce sont des avancées scientifiques qui ont fait énormément de bien dans cette situation, et pour retrouver les petits-enfants, et pour pouvoir enterrer ces morts. Sarah, tu voulais dire? Oui, enfin, je suis désolée d'avoir allongé, mais c'est une question courte. En fait, j'ai pensé à ça parce que quand tu expliques ton travail avec les grands-mères de la place Major, et le cas des enfants qui sont restitués, en fait, ça m'a fait penser justement à la situation d'accueil dans ce cadre-là, qui accueille qui. Donc, en fait, bon, et ça m'a renvoyé un peu justement à l'objet de ta présentation, qui est l'accueil, et tu as d'emblée expliqué comment est-ce que tu accueilles tes patients. Et en fait, c'était dans ce ping-pong entre les enseignants et la psychanalyse, donc par exemple dans le cas de Benoît, il avait plutôt l'air de dire qu'il espérait que ses étudiants l'accueilleraient plutôt que lui d'accueillir ses étudiants, puisqu'il avait clairement un langage en commun et qu'il était exclu. Et donc en fait, c'est ça. Est-ce que tu penses parfois la réversibilité de cette situation d'accueil? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu te poses la question de savoir si ton patient t'accueille aussi bien que toi qui l'accueilles, ou est-ce qu'il y a une sorte de réciprocité dans ce travail d'accueil, ou est-ce que c'est... Dans l'accueil tel que je le conçois par rapport à l'accueil d'un patient, je ne pense pas qu'il y ait de réciprocité du tout. C'est-à-dire que jamais je balancerai un tigre à mes patients, et jamais enfin, en tout cas, je fais tout pour ne pas. I prefer not to, mais l'idée, c'est justement pas du tout de réciprocité. C'est-à-dire je pense que l'accueil, tu as raison de le poser, c'est-à-dire l'accueil d'une interprétation. C'est-à-dire que lorsque on formule une interprétation que l'on pense juste et pertinente, ou une hypothèse à un patient, effectivement là, est-ce qu'il y a sa capacité à accueillir, ou au contraire, comme vous disiez, la résistance qui fait que, ou tu t'es planté, bon, c'est pas bon, il l'apprend pas, très bien, ou alors elle est juste, mais ces résistances font que, à ce moment-là, il ne l'accueille pas. Je parlerai d'accueil de la part du patient pour ce que je peux lui proposer comme interprétation ou comme hypothèse, mais pas du tout une réciprocité dans recevoir les projections, enfin, de proposer sa vie psychique pour recevoir la mienne, non. Non, mais tu as raison qu'il y a s'il n'y a pas un accueil de la part du patient de ce que tu lui proposes comme interprétation, effectivement, il n'y a pas de collaboration. Là, il s'agit de collaboration thérapeutique à ce moment-là, oui. Oui, enfin, j'ai fait pareil entre situations qui sont par ailleurs pas du tout comparables, hein, mais non, mais tu as raison d'apporter la nécessité d'un accueil de la part du patient, parce que s'il n'accueille pas ça, là, effectivement, le travail, c'est difficile que ça se passe. Bien, eh bien je vous propose donc de boire et de manger. Merci beaucoup.